En 1993, un film a fracturé l'histoire du cinéma en deux époques, avant et après Jurassic Park. Spielberg a pris le roman de Michael Crichton, l'a confié à Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum et Richard Attenborough, et a lâché sur le monde quelque chose d'irréversible. Des animatroniques qui respiraient, des images de synthèse qui redéfinissaient le possible, et un rugissement de T-Rex qui a condamné des millions de gamins à dormir avec la lumière allumée pendant des semaines. Derrière la magie préhistorique se cachent des secrets que l'histoire officielle n'a jamais vraiment racontés. Voici 15 d'entre eux, restés jusqu'au numéro 1. Ce qu'ils révèlent a changé Hollywood pour toujours. Abonnez-vous et laissez un like. Ça prend 2 secondes et ça fait toute la différence. Numéro 15. Juin 1993. Une seule mission collective sur toute la planète. Trouver une salle de cinéma. Le film s'est ouvert à 47 millions de dollars le week-end inaugural, non pas en battant des records, mais en les pulvérisant. Batman Returns n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Ramené à la valeur actuelle, ce démarrage représente près de 100 millions de dollars. Il n'existait pas d'algorithme pour prédire la tendance, pas de plateforme pour fuiter les révélations, pas de streaming pour différer l'expérience. Une seule pellicule, une seule conversation nationale, une seule obsession partagée. Le logo, ce cercle jaune, rouge et noir, dessiné à l'origine par Chip Kidd pour la couverture du roman, est devenu instantanément universel. Universal n'a pas commercialisé Jurassic Park, il l'a déchaîné. Kenner a sorti des figurines avec des morceaux de chair amovible. Les gamelles scolaires arboraient des raptors. McDonald's proposait des menus à thème avec des gobelets T-Rex qu'on perdait dans la semaine. Les jeux vidéo, aussi punitifs sur Super Nintendo que sur Mega Drive, s'arrachèrent dans les blockbusters chaque vendredi soir. Ne pas posséder au moins un t-shirt Jurassic Park en 1993, c'était presque un motif d'exclusion sociale. Numéro 14. Pendant que le monde entier regardait des dinosaures numériques détruire une île fictive, Steven Spielberg était à Cracovie, en Pologne, en train de filmer Schindler's List, simultanément. Sur ses heures libres, il étudiait les rushs d'un T-Rex géant surgissant sous la pluie. Il a lui-même reconnu que le choc émotionnel permanent entre ces deux univers l'a profondément épuisé, et ce n'était pas une simple visioconférence. En 1993, superviser des effets spéciaux à distance était quasiment une prouesse technologique. Spielberg disposait d'une station satellite installée en Pologne pour recevoir les images en provenance d'ILM en Californie. Du matériel encombrant, coûteux, transmettant des images à une qualité que l'on jugerait aujourd'hui risible. Trop sollicité, trop étiré entre deux chefs d'œuvre, il a alors fait appel à George Lucas. Lucas et ses équipes de Skywalker Sound ont pris en charge une partie importante du travail sonore et de la post-production. Si Jurassic Park paraît d'une finition presque irréelle pour un film achevé dans ces conditions, c'est parce que deux des plus grands cinéastes de l'histoire le portaient ensemble depuis deux continents différents. Numéro 13. Les scènes de tempête sur Isla Nublar sont d'un réalisme troublant. Il y a une raison très concrète. Elles ont été tournées dans une vraie tempête. Durant les dernières semaines de tournage à Kauai, un cyclone a frappé l'île de plein fouet. Cast et équipe ont été évacués vers les parties renforcées de leur hôtel, les décors ont été en entier endommagés, les plannings déchirés. Et pendant que tout le monde se terrait en silence, Richard Attenborough a trouvé un coin tranquille et s'est endormi. Quand quelqu'un lui a demandé comment il pouvait dormir pendant qu'une tempête démolissait l'île, il a simplement répondu qu'avoir grandi en temps de guerre lui avait donné une définition bien différente du danger. Certaines images de vent, de pluie et d'océans déchaînés que l'on voit dans le film ne sont pas des effets de plateau. Ce sont des prises de vue réelles capturées juste avant l'évacuation forcée. Une fois la tempête passée, l'île était dévastée et la production coincée. C'est un pilote du nom de Fred Sorensen qui incarnait aussi Jock dans Les Aventuriers de Dimension. L'Arche perdue, qui a organisé les vols d'évacuation pour sortir l'équipe quand les options commerciales étaient devenues inaccessibles. La vie, comme dirait quelqu'un, trouve toujours un chemin. Numéro 12. Dans le roman de Crichton, la science du clonage occupe des dizaines de pages denses. Enzymes de restriction, séquençage de l'ADN, théorie moléculaire. Passionnant pour un lecteur,
impitoyable pour une salle remplie de gosses bourrés de bonbons, les premières versions du scénario tentaient à adapter ces longues explications en dialogue, avec le même effet soporifique. Spielberg a vu le problème immédiatement. Sa solution ? Transformer la science en dessin animé. Monsieur DNA est né, un petit personnage souriant qui a résumé 2 siècles de biologie moléculaire en 2 minutes, sur un ton digne des émissions éducatives du samedi matin. Pour la voix, Spielberg a fait appel à Greg Burson, vétéran du doublage chez Hanna-Barbera et Looney Tunes. Mais Monsieur DNA n'est pas qu'un gadget pédagogique, c'est une satire. Il illustre comment Hammond a transformé une science fondamentalement irresponsable en attraction touristique avec boutique souvenir à la sortie. On est tous sortis de la salle convaincus que trouver un moustique dans de l'ambre suffisait à ressusciter un dinosaure. Et franchement, certains y croient encore. Numéro 11. Le moment le plus efficace de tout Jurassic Park ne met en scène aucun dinosaure. C'est un verre d'eau posé sur un tableau de bord. Aucun monstre visible, aucun rugissement, juste une vibration lente qui fait onduler la surface en cercle parfait. L'idée est venue d'un trajet en voiture. Les basses de la chaîne hi-fi faisaient vibrer le rétroviseur dans un rythme régulier. La leçon était claire, suggérer quelque chose d'immense qui approche est infiniment plus terrifiant que de le montrer. L'équipe a tenté tout ce qui semblait logique. Haut-parleur sous le tableau de bord, vibration du plateau, secousse manuelle du véhicule. L'eau clapotait misérablement à chaque fois. La solution est venue de Michael Lantieri. Un simple fil tendu sous le gobelet, traversant le tableau de bord jusqu'au plancher du décor, actionné par un technicien caché qui le vibrait à la bonne fréquence. Le résultat, des cercles parfaits, une tension absolue et l'un des plans les plus mémorables du cinéma des années 90. Tout ça grâce à un rétroviseur qui vibrait sur une route de campagne et à un bout de ficelle. Numéro 10, il y a des images qui s'impriment dans la rétine collective d'une génération sans que personne ne les ait planifiées. Jeff Goldblum, allongé, chemise ouverte, expliquant la théorie du chaos avec l'assurance souveraine d'un homme ayant survécu à un dinosaure. Ce n'était pas dans le scénario. Dans la scène, Ian Malcolm se remet d'une jambe brisée. Goldblum a simplement estimé qu'un homme ayant couru devant un T-Rex serait transpirant, surchauffé, visiblement épuisé. Entre les prises, il a commencé à déboutonner, à s'allonger, à jouer physiquement l'après-choc. Spielberg a vu et il a laissé la caméra tourner. Personne ne pensait créer quoi que ce soit d'historique. Ce qui s'est produit à la place, c'est l'une des images les plus parodiées et les plus iconiques du cinéma des années 90. Des figurines Funko Pop, des plaids. Et pour le 25e anniversaire, une statue de 7,5 mètres installée à Londres représentant un homme allongé avec la chemise ouverte. Une statue de 7 mètres et demi. Ça s'est passé. Soyons honnêtes, si la théorie du chaos est encore dans toutes les mémoires aujourd'hui, c'est autant grâce aux mathématiques qu'à la confiance désarmante de Goldblum en l'apportant. Numéro 9. Jurassic Park a transmis à toute une génération 2 certitudes absolues sur les dinosaures. Les 2 étaient fausses. Premier mythe, les raptors. Le vrai vélociraptor mongoliensis pesait une quinzaine de kilos, était probablement couvert de plumes et représentait surtout un danger pour de petites proies, certainement pas pour des portes de cuisine industrielle. Les raptors du film s'inspiraient en réalité du Deinonychus, un cousin bien plus imposant, mais Deinonychus évoquait davantage un antibiotique qu'un prédateur cinématographique. La vraisemblance a perdu, l'ambiance a gagné, et la chute cosmique de l'histoire. Pendant que le film se terminait en post-production, des paléontologues annoncèrent la découverte de l'Utahraptor, une espèce géante aux proportions étrangement similaires aux créatures du site du film. Stan Winston aurait plaisanté. On l'a fabriqué et ensuite ils l'ont trouvé. Deuxième mythe. Ne bougez pas. Il ne vous voit pas si vous ne bougez pas. Cette réplique est devenue un réflexe de survie pour toute une génération. Problème, le T-Rex avait des yeux frontaux avec une vision binoculaire puissante et des lobes olfactifs massifs.
S'immobiliser en suant de peur n'aurait trompé personne. Spielberg a vendu ce mensonge parce qu'un enfant terrorisé qui retient son souffle face à un prédateur de 7 tonnes est cinématographiquement infiniment plus fort qu'une mort instantanée. Numéro 8, en 1993, Jurassic Park a enseigné à tous les enfants une leçon définitive. Ce qui semble inoffensif est ce dont il faut le plus se méfier. Le dilophosaure ne rugit pas. Il ne charge pas. Il incline doucement la tête, émet un petit cri presque affectueux et vous détruit psychologiquement pour le restant de vos jours. Mais l'animal, vu à l'écran, était presque entièrement inventé. Le venin d'abord, aucune trace scientifique d'un dinosaure cracheur, c'est une création pure de Crichton. La collerette vibrante ensuite, complètement fictive, inspirée des lézards à fraises actuelles. La taille enfin, le vrai dilophosaure dépassait 6 mètres. La version du film a été délibérément miniaturisée pour ne pas le confondre avec les raptors. Spielberg voulait quelque chose qui paraisse accessible, presque mignon, le genre de créature vers laquelle on tend la main juste avant de le regretter profondément. Même les sons ont été conçus pour endormir la méfiance. Ce petit hoquet avant l'attaque, ce gazouillis qui invite à se détendre exactement au mauvais moment. C'est pour ça que 30 ans plus tard, aucun d'entre nous ne fait vraiment confiance à quelque chose qui a l'air de vouloir jouer. Nous arrivons à la moitié de ce compte à rebours. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment. Reprenons avec le numéro 7. Numéro 7. Voici un chiffre qui devrait vous arrêter net. Dans un film de 127 minutes, les dinosaures sont visibles en tout et pour tout pendant environ 15 minutes. Et parmi ces 15 minutes, moins de 6 sont du CGI. Spielberg avait compris quelque chose que la plupart des cinéastes oublient encore aujourd'hui. La rareté crée l'événement. Chaque apparition de dinosaures était une récompense, pas une habitude. En limitant les effets numériques, l'équipe d'ILM pouvait consacrer une obsession totale à chaque écaille, chaque battement de paupières, chaque filet de salive. C'est pour ça que ces images résistent au temps 30 ans après leur sortie. Il avait appris cette leçon sur les dents de la mer. Le requin tombait en panne constamment, alors il l'a caché et le public a perdu la tête, même logique ici. Et pour la présence physique, quand le T-Rex écrase le toit de l'Explorer, le véhicule se déforme vraiment. L'animatronique pesait jusqu'à 6 tonnes. Les acteurs ne réagissaient pas à une balle de tennis au bout d'un bâton. L'équipe de Stan Winston avait fabriqué des raptors capables d'exprimer une intention et un T-Rex capable de respirer, de cligner des yeux et de mordre, entièrement mécanique. 15 minutes de dinosaures, 3 décennies d'émerveillement. Numéro 6. Vous pouvez fermer les yeux pendant Jurassic Park, les Raptors vous retrouveront quand même par le son. Le concepteur sonore Gary Ridstrom a bâti leur vocalisation en superposant des dizaines de sources animales. Et l'un des ingrédients les plus troublants de ce mélange, c'est le son de tortues en train de s'accoupler. Cette qualité d'aboiement rauque, tissée dans les cris des Raptors, vient d'un moment très intime du monde reptilien. Ridstrom y a ajouté des sifflements agressifs d'oiseaux pour les postures de menace, des respirations lourdes d'animaux terrestres pour la présence physique et des cris aigus de mammifères marins en détresse pour les stridences les plus perçantes, comme ce hurlement dans le couloir frigorifique qui faisait saisir la coudoir à toute la salle. En 1993, ce travail relevait de l'artisanat pur, pas de bibliothèque numérique. Massive. Vous sortiez dans le monde réel, enregistriez des animaux dans des situations improbables et recomposiez ces sons en quelque chose qui n'avait jamais existé. Alors la prochaine fois que vous reverrez la scène de la cuisine, souvenez-vous, ces raptors traquent 2 enfants en étant partiellement alimentés par des enregistrements de tortues amoureuses et c'est toujours l'une des séquences les plus terrifiantes jamais filmées. Numéro 5, le T-Rex animatronique pesait 6 tonnes. Ce n'est pas la pluie qui l'a presque mis hors service, c'est ce qu'elle lui a fait subir. Pendant la séquence d'évasion, la créature était construite en latex mousse, littéralement une éponge géante. Plus la pluie durait, plus la bête s'alourdissait, stressant ses systèmes internes et déclenchant des défaillances électriques en série. Le résultat,
un dinosaure mécanique de plusieurs tonnes pris de tremblements incontrôlables entre les prises. L'équipe des effets spéciaux se retrouvait donc à sécher le T-Rex avec des éponges, des chiffons et des séchoirs à cheveux. Imaginez être un artiste primé par l'industrie entière et passer votre journée à souffler de l'air chaud sous les aisselles d'un dinosaure en plastique. Et la vraie angoisse survenait pendant les pauses repas. L'eau infiltrée déclenchait des pannes électriques aléatoires qui faisaient avancer la mâchoire, bouger la tête ou émettre des grognements sans que personne ne touche aux commandes. Stan Winston a décrit l'atmosphère sur le plateau comme genuinement oppressante. Un prédateur grandeur nature qui s'animait seul, sans préavis. C'est exactement pour ça que la scène conserve son réalisme brut. Sur certains plans, ça l'était vraiment. Numéro 4, dans les premières versions du scénario, le T-Rex n'apparaissait pas dans la scène finale. L'idée originale, les humains devaient neutraliser les raptors en exploitant l'architecture du centre des visiteurs. Couloirs, portes, squelettes comme arme de fortune. Tendu, intelligent, mais pas le genre de dénouement qui fait exploser une salle. Spielberg a compris quelque chose en regardant ses rushs. Le public ne regardait pas le film pour les humains. Chaque plan avec le T-Rex était électrique. Alors pourquoi écarter la plus grande star pour tout le troisième acte? Il a tout réécrit. Le T-Rex défonce le centre des visiteurs, s'en prend aux raptors et les protagonistes survivent dans le chaos. Et puis il y a cette bannière. When Dinosaurs Ruled the Earth, qui descend en flottant devant le Rex rugissant, ajouté tardivement à la production. Elle a transformé une scène de sauvetage en véritable couronnement. Cette seule décision a changé l'état d'esprit dans lequel le public quittait la salle. On n'avait plus l'impression d'avoir échappé aux dinosaures, on avait l'impression d'en avoir applaudi un. Numéro 3. Dans le roman de Crichton, John Hammond est un requin en costume blanc. Il crie après ses petits-enfants, rêve de vendre des mini-éléphants génétiquement modifiés comme animaux de compagnie de luxe, et quand la nature lui présente la facture, c'est brutal et sans appel, une chute, une cheville brisée, et ses propres créatures qui finissent le travail. Pas d'adieu, pas de rédemption. Spielberg a voulu autre chose. Un Hammond qu'on pouvait plaindre, un homme rappelant Walt Disney construisant des rêves impossibles avec des moyens démesurés. Richard Attenborough, qui sortait de 14 ans d'absence du cinéma, a incarné cet idéaliste naïf et brisé avec une exactitude désarmante. Transformer un milliardaire froid en vieux monsieur, au regard émerveillé regardant son rêve s'effondrer, c'est une décision qui change tout. Un PDG cynique, dévoré par ses créatures, c'est de la justice poétique. Un grand-père attentionné debout dans une salle à manger en ruine, contemplant une glace qui fond, réalisant que ses petits-enfants ont failli mourir à cause de son ambition. Ça ne part jamais. Numéro 2. Jurassic Park aurait pu être un film d'horreur pure, et James Cameron était prêt à le faire. En 1990, quand le manuscrit de Crichton circulait en coulisses, deux noms dominaient la course au droit, Spielberg et Cameron. Spielberg a décroché les droits en premier grâce à la relation préexistante d'Universal avec l'auteur. La vision de Cameron, Alien, mais avec des dinosaures. Terminer l'émerveillement, dans sa version, les dinosaures auraient été des machines à tuer, un choix implacable. Le film, un survival classé R, avec des couloirs sombres, une mortalité élevée et une tension où personne n'est jamais en sécurité. Là où Spielberg a choisi l'intensité discrète de Sam Neill et l'excentricité de Goldblum, Cameron aurait probablement opté pour quelqu'un comme Schwarzenegger, traversant l'île avec de l'artillerie lourde. Moins la vie trouve un chemin, plus embarqué dans le transport. Cameron a lui-même reconnu la supériorité de l'approche de Spielberg. Cet équilibre entre l'émerveillement et la terreur, c'est ce qui a fait de Jurassic Park un événement culturel plutôt qu'un simple film de monstres. Mais dans un coin de notre esprit, la version Cameron existe encore. Et elle est terrifiante. Numéro 1. Phil Tippett était le maître incontesté des effets de créatures en volume. Il construisait des dinosaures, image par image, avec une expertise accumulée sur des décennies. Tout était sur les rails. Puis un animateur, d'ILM, nommé Steve Williams, a décidé de passer outre les consignes. On lui avait dit non, la technologie n'était pas prête. Il est passé outre. Travaillant la nuit,
Sur son propre temps, il a animé en secret un squelette de T-Rex entièrement numérique se déplaçant à l'écran. Le mouvement était fluide, la démarche était réelle, c'était vivant. Quand Spielberg est entré dans la salle d'ILM, l'écran était encore allumé. Il a vu et sa mâchoire s'est décrochée. L'équipe a ajouté la peau, les textures, le rendu complet et l'impossible est devenu réel. Phil Tippett était dans la pièce. Il a regardé en silence des décennies de maîtrise se faire éclipser par des pixels en quelques minutes. Puis, il a prononcé ce qui est devenu l'une des répliques les plus citées de toute l'histoire des effets spéciaux. Je crois que je suis en voie d'extinction. Spielberg a tellement aimé la formule qu'il l'a, dit-on, intégrée au scénario. Et Tippett n'a pas disparu. Spielberg l'a maintenu comme superviseur du comportement animal, chargé de guider les animateurs numériques. Comment un T-Rex transfère-t-il son poids ? Comment un raptor tourne-t-il la tête avant de frapper ? L'expertise de Tippett a rendu le CGI crédible. Un test d'animation non autorisé, réalisé en secret, a réorienté la trajectoire entière de l'industrie. Chaque créature numérique depuis 1993, chaque extraterrestre, chaque super-héros, chaque monstre, trace une ligne directe jusqu'à ce soir-là chez ILM, quand un homme a appuyé sur lecture et que Spielberg a vu l'avenir. Voilà les 15 secrets de Jurassic Park que l'histoire officielle ne raconte pas. Lequel vous a le plus surpris ? En avez-vous un que nous n'avons pas mentionné ? Déposez-le en commentaire. Les meilleures contributions méritent d'être lues par tout le monde. Si cette vidéo vous a tenu en haleine du premier au dernier mot, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Chaque semaine, une nouvelle plongée en profondeur dans les films qui ont façonné des générations entières, avec le niveau de détail et la narration qu'ils méritent vraiment. Un like, un abonnement, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine exploration.